Bonjour, c'est Mac Adélaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Eh bien, je suis avec Rudy. Nous sommes à Rennes-le-Château, au Jardin de Marie. Bonjour à toi. Salut Mike, salut. Une fois de plus, rendez-vous au Jardin de Marie. Oui, oui, effectivement. Lieu de rencontre des chercheurs. Oui. Alors, tu vas tout nous dire, hein, parce que... Je sais tout. Parce que déjà, l'énigme s'arrête ici. On va montrer le livre. Alors. Voilà. Rennes-le-Château. L'énigme s'arrête ici. Entendu comme l'énigme fait une pause ici. Oui, voilà, parce qu'en fait, elle s'arrête pour mieux reprendre, mais dans un autre plan peut-être. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu as arrivé, comment tu t'es mis à t'intéresser, on va dire, à Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains, à tout ce macrocosme, on va dire. Oh ben, un peu comme tout le monde de ma génération, grâce à l'émission Mystère, Oui. dans un premier temps. Alors, ça a toujours été assez fabuleux parce que l'émission Mystère nous avait mené vers cette histoire de Rennes-le-Château qui s'est inscrit dans la tête. Et ensuite, ben, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de site internet, donc c'est quelque chose qui était dormant, jusqu'au point d'oublier le nom de Rennes-le-Château et d'avoir pendant très longtemps confondu Rennes-le-Château avec Vaison-la-Romaine. Alors pourquoi? Oui. Je n'en sais rien. Et quand j'avais vu le reportage sur les inondations de Vaison-la-Romaine, comme quoi hein, les inondations, il y en a eu à Rennes-les-Bains, hein, donc peut-être est-ce un lien, effet miroir. Mais en tout cas, je m'étais dit, mince, le village de Mystère a été ravagé. Et c'est par un heureux hasard, dans un deux-citres, bien des années plus tard, où je suis tombé sur un livre magnifique qui s'appelle La clé du mystère de Rennes-le-Château. Le titre ne sont pas très original aujourd'hui, mais pour l'époque ça l'était, d'Henry Lincoln. Et c'est sous forme de roman. Et alors là, l'univers de Rennes-le-Château s'est ouvert à moi. Moi je trouve que c'est un des meilleurs bouquins, à titre personnel, hein, un des meilleurs bouquins pour rentrer dans l'affaire de Rennes. Alors, ça a peut-être vieilli, il y a peut-être des choses aujourd'hui qui sont complètement plus bonnes, mais en tout cas ce livre crée une atmosphère, crée une ambiance, peut-être les Grégoire. Moi, c'est un livre que j'ai relu un bon nombre de fois. J'aime énormément ce bouquin. Et suite à ça, Internet est arrivé, j'ai cherché d'autres livres, je suis tombé sur le Bedu, qui détruisait tout. Après le Valais, Histoire du trésor de Rennes-le-Château, qui était plus pragmatique, et qui remettait un petit peu de... Puis tu sais, c'est des couches successives, en fait. Un livre, un deuxième, un machin. Puis petit à petit, tu te forges une vision de la chose. Et puis, t'es lecteur. Et puis un jour, il va se passer peut-être une providence. Là où la preuve danse, où tu trouves quelque chose. Et peut-être que c'était voulu. Et la quête a commencé à ce moment-là. Donc je suis passé de lecteur aficionados à chercheur, à questeur peut-être. Ouais. Qu'est-ce que l'heure? Et... Comme le S, alors le S est inversé comme mystère. Ah, peut-être c'est un lien. Toujours est-il que je suis devenu donc chercheur, mais en restant toujours passionné et à lire les travaux de tout le monde, donc toujours amateur-chercheur. Et un jour, je suis devenu auteur. En 2016, je publie mon premier livre, qui est la genèse de l'année 2015, donc aujourd'hui 2025, ça fait 10 ans. Voilà. Donc 3 livres, une trilogie, Rennes-le-Château les sources, la trilogie, et maintenant Rennes-le-Château l'énigme s'arrête ici, qui est une sorte de rembobinage général où on reprend l'affaire mais totalement autrement, sous un angle totalement différent. Et là on est plus sur l'affaire Boudet. Et je précise avec une préface aussi de Damien, qui est ici avec nous, qui a fait aussi la couverture du livre. Voilà, je remonte à l'écran. Alors il fait pas que les couvertures, hein, il fait aussi les tranches et le quatrième de couverture. Damien, donc de la séance de minuit, avec qui on a fait l'émission Mystère, justement. Alors là, je précise, il n'y a aucun montage, nous sommes vraiment les trois ensemble en un même lieu. Il y a même Jean-Pierre Montel qui est pas loin, il est là. Pas loin, et Arcana. Il y a tout le monde, il y a Arcana. Mais bon, nous sommes réunis à Rennes-le-Château. Dans l'adversité. Ensemble. Non mais c'est chouette, parce qu'on a fait plein de YouTube, et là c'est la première fois qu'on est tous ensemble. Voilà. Donc, tu disais, tu es questeur, auteur. Et donc ce livre alors est un point de départ, peut-être il se termine, mais il y a un commencement. Ce livre, il a un avantage par rapport à tous les autres livres qui ont été écrits, c'est qu'il a au moins le mérite de déterminer les problématiques et de voir les problématiques réelles sur lesquelles on peut apporter une réponse concrète. Je m'explique. L'affaire Plantard, qu'est-ce qui tourne autour de l'affaire Plantard? C'est la construction du mythe, de comment il l'a construit et pourquoi il est arrivé là. Donc, quelqu'un comme Christian Doumergue a énormément travaillé sur la question et il en a délimité vraiment une bonne partie des contours.
toi, avec les histoires de résurgence par rapport à tes conférences, tu as expliqué pas mal de choses sur la résurgence templière qui inclurait Plantard. Je conseille les gens d'aller voir les vidéos de tes conférences. Un peu de pub, hein, mais voilà. Il y a la Gazette de Rennes le Château. La Gazette de Rennes le Château. Tout à fait. Et puis nous avons l'affaire Saunière avec la cause de son enrichissement. Et est-ce que a-t-il réellement trouvé un trésor? Travail historique. Et est-ce que son église est vraiment codée et nous mènerait sur la piste d'un trésor? Ça, c'est plutôt une problématique inventée de Plantard dans l'ordre de Rennes. Mais une fois qu'on a enlevé tout ce substrat, il nous reste une dernière affaire, c'est l'affaire Boudet. Et Boudet, qu'est-ce qui reste de Boudet? Son livre. Et Boudet, dès le début de son livre, va nous poser une problématique. Il nous explique que par la langue universelle, parlée dans tout l'univers, donc c'est une langue qui régit l'univers et les hommes. Donc c'est les mathématiques, c'est la géométrie, parce que le cosmos est géré par des constantes. Hein. La constante de l'univers, c'est 1 sur 137. Je mets ça au passage. Et il nous dit que par le biais de cette langue, donc c'est la langue d'avant Babel, hein, c'est la langue universelle, celle qui avant la séparation des 70 tribus. Oui, parce qu'il y a langue celtique, langue hébraïque, langue punique, les folks tectosages. Ah, il y a énormément de choses. Et les tectosages, les tecto-sages. Et la langue vivante aussi. La langue vivante, et après il va nous parler de langue nationale, de résurrection, de plein de choses. Mais toujours est-il, il nous dit que par le biais de cette langue, nous allons pouvoir redécouvrir le monument celtique de Rennes-les-Bains, et que nos recherches vont être couronnées du plus grand succès si on arrive à retrouver cette langue et le monument celtique de Rennes-les-Bains. Donc il nous pose clairement une problématique. Alors on n'est pas dans une problématique, dans un premier temps, on n'est pas sur l'ésotérisme, on est sur rien, on est sur une quête de retrouver, de ressusciter le cromlech de Rennes. Et on est en 1938, parce que c'est un jeune alchimiste. Alors, dans mon livre, j'ai voulu justement, pour éviter de tomber dans le piège du mythe de Rennes-le-Château, de m'en dégager et de fixer... Avant le mythe. Avant le mythe. Et de me fixer sur une date simple, 1938, où là, il n'y a pas d'affaire Plantard, l'affaire Saunière, à part Jean Giroux qui avait parlé d'un curé qui avait peut-être trouvé un trésor pour financer son domaine, on n'avait rien d'autre. Donc voilà, on est en 1938, un jeune alchimiste arrive à Rennes-les-Bains parce qu'il est initié par son grand-père, il a la langue celtique, le livre de l'abbé Boudet dans les mains, et il va commencer sa quête. Et il a déjà des clés de compréhension que son grand-père lui a léguées, et quelques travaux qu'il a fait, et par ce biais-là... Alors dans le livre, tout est faux, mais tout est juste. Ce qui rappelle aussi l'initiation avec Jean Rignac. Le réveil des titans. Puisque l'abbé Boudet nous parle du réveil inattendu de la vraie langue celtique. Réveil à entendre comme un cadran, comme un réveil. Et donc le cromlech est en rond, divisé en 12 parties, les 12 heures. Et ça va partir comme ça. Ces 12 dont on va parler avec Pierre Plantard, cette horloge, cette fameuse horloge des 12. Voilà. La tour Magdala s'appelait la tour de l'horloge. Là où l'horloge. Mais le café de l'horloge. Avec Corbu. Oui. Mais l'horloge, il loge la lumière. Oui, puis on l'entend. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, ou peut-être pas. Oui, c'est à la fois un roman, et en même temps, il y a certaines choses du réel. Hein, alors, quand je dis que tout est faux, mais que tout est juste... Seul le réel, seul le merveilleux est vrai, comme dit Eugène Cancelier. Eh ben c'est ça. Oh non. Oh non. Il faut comprendre la chose comme ça. Quand on veut expliquer un sujet aussi alambiqué que la vraie langue celtique, on pourrait faire un livre comme une sorte d'essai où on ferait une explication étape après étape, mais c'est laborieux. Le but, c'est quand même aussi d'amener le lecteur vers une sorte d'imaginaire, et il faut aussi qu'il se plonge. Il faut qu'il se plonge aussi dans ce qu'était cette époque en 1938. Il faut amener le lecteur là-dedans. Donc en fait, il y a une double quête. Il y a moi dans le présent avec mon ami Cyril, et j'ai des sortes de transmédiumniques où je suis projeté dans le corps de ce jeune alchimiste qui, sans le maîtriser, c'est-à-dire je suis une sorte d'observateur du passé, où je vois ce jeune alchimiste progresser dans sa quête, et les informations que je vois, je les ramène dans le présent, et nous faisons la quête aussi de notre côté. Donc le jeune alchimiste fait sa quête, nous faisons sa quête, nous faisons notre propre quête, et nous avançons justement dans la compréhension et dans la recherche de ce cromlech, de ce monument celtique. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et en aparté, tu apparais aussi dans Les Secrets du Razès, le film de Philippe Brunel, dans la troisième partie. Ah oui, alors à cette époque j'avais des cheveux, et donc c'est un film qui a été tourné il y a à peu près 5 ans, et dans Le Secret du Razès de Philippe Brunel, je parle, et à ce moment-là, je ne suis pas encore dans cette nouvelle quête. Mais
ça m'a rassuré parce qu'en revoyant le DVD, je me rends compte que ce que je raconte sans avoir fait tout le cheminement que j'ai aujourd'hui, j'avais déjà l'intuition qui était pas trop mauvaise. J'avais déjà les contours de quelque chose. Donc c'est pas en contradiction. Ce qui apparaît dans ce livre, c'est l'alchimie, enfin, c'est la découverte en fait aussi. Peut-être l'église de Rennes-le-Château, qui est derrière nous, eh bien peut-être une demeure philosophale. Alors il faut prendre les choses par étapes. C'est-à-dire que le livre de l'abbé Boudet est publié en 1886, date hautement symbolique, nous amène à redécouvrir le monument celtique. Et pourquoi? À quoi sert le monument celtique? Mais toujours est-il qu'en 1885, l'abbé Saunière arrive à Rennes-le-Château et qu'en 1897, l'église de Rennes-le-Château est terminée et que, en ayant la connaissance du monument celtique, l'entrée dans l'église de Rennes-le-Château te fait comprendre que nous sommes dans un reflet de ce qu'est le cromlech de Rennes-les-Bains dans l'église de Rennes-le-Château. Le cromlech fonctionne comme un creuset naturel, avec des forces agissantes, et ça c'est expliqué dans le livre, et on retrouve le processus alchimique dans l'église de Rennes-le-Château, et on se retrouve dans une demeure philosophale selon les termes employés par le processus fulcanilique. Oui. Voilà. Et des cathédrales. Le mystère des cathédrales ou Menhir Dolmen-Croix. MDC, mystère des cathédrales. Donc on sent une sorte de paternité. Tout ce cheminement a aussi pu être fait grâce à la grotte de Montferrand. Voilà. Il fallait venir avec le miroir, la dimension spéculaire, avec le bas-relief de la toison d'or. Alors, sans vouloir trop perdre les gens, il faut savoir que la grotte de Montferrand est la reproduction. Non, c'est l'inverse. La gravure de la toison d'or à Bourges, à l'hôtel L'Allemand, demeure alchimique, présente une grotte, présentée comme étant la grotte de la toison d'or, avec la toison d'or à ses pieds. Et il se trouve que cette représentation de cette grotte, c'est exactement la même que la grotte de Montferrand, sur le méridien de Paris, dans les hauteurs de Rennes-les-Bains. Et la toison d'or, qui est figurée sur la fresque, les plis avec la tête du bélier, et ben on le retrouve dans la pierre qui est au pied de l'entrée de la grotte de Montferrand. Donc ça c'était déjà excellent parce que ça te permettait déjà de faire un lien avec l'alchimie. Donc ça m'a fait rentrer là-dedans et de faire tout le cheminement qu'on va voir dans le livre. Alors du coup maintenant, si on se projette dans l'église de Rennes-le-Château, l'église de Rennes-le-Château quand elle est restaurée, la première chose qui est restaurée, c'est l'autel. L'autel Marie-Madeleine, où on voit la Sainte devant la grotte. Et il se trouve que cette peinture, de la manière dont elle est disposée, avec la montagne derrière, la ruine, c'est exactement la disposition géographique de la grotte de Montferrand, du mont Cardou et du château de Custossa. C'est expliqué dans le livre, et il y a une spatialisation de l'image, comme ça, reproduit sur carte. Donc, l'autel, c'est la grotte de Montferrand. C'est le centre du cromlech, c'est le centre de l'église. Et à partir de là, toute la restauration de l'église va se faire après. On pose le centre, on construit après. Et on va retrouver dans l'église de Rennes-le-Château les éléments du grand œuvre. Est-ce que tu veux que je développe ou est-ce que tu as des questions? Oui, tu peux développer par rapport au grand œuvre. Oui. Alors, déjà, l'allée pour rejoindre l'église est en diagonale. Donc il y a une rectification à faire, puisque la diagonale, elle est volontaire, puisque rien ne l'empêchait de faire une entrée toute droite. La diagonale du fou. Ouais, ben ça, j'aimerais que tu m'expliques un jour, parce que moi, on m'en parle assez souvent. Va se trouver que on va rentrer dans l'église, je fais rapide, hein. Tu as « Venez à moi vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai », 63 caractères plus un point. Ça veut dire qu'on a les 63 pièces de l'échiquier moins une, puisque c'est le point. Donc l'échiquier est incomplet, il manque une partie de l'échiquier, donc la 64e case pour être complet. Et dans cette phrase « Venez à moi vous tous qui souffrez », il y a « souffre ». Donc nous avons déjà l'élément « souffre ». Je te passe le bénitier. Sel, le souffle. Ah, mais attends, on y vient. On y vient, ouais. Lève les yeux, tu vas avoir le Christ avec tous ses personnages. Tu as deux enfants habillés en habits du XVIIe siècle. Ces deux enfants, jeux d'enfants, l'alchimie. Ce sont les alchimistes du XVIIe. Nous avons le Christ et nous avons l'observateur. Donc nous avons trois époques. L'époque du Christ, le XVIIe siècle et notre époque présente. De se venir à nous, si tu veux. On est dans le 20e, 21e siècle. Si tu tournes, toujours dans l'église, et que tu t'approches du centre du cromlech, tu vas avoir Saint-Joseph et la Vierge Mère. Quelle est la planète de la constellation de la Vierge? C'est Mercure. Vierge Mère, Mère Mercure. Donc nous avons le Mercure et le soufre. Il nous manque le sel maintenant pour arriver à faire le grand œuvre. Ressortons de l'église, nous avons les trois voies. Nous avons les fonts baptismaux qui ont été restaurés par Sonia pour faire la petite fontaine. Nous avons la crucifixion et la grotte de la résurrection.
baptême, crucifixion, résurrection. Dans les 3 étapes du grand œuvre. Et ensuite, alors ça c'est développé dans le livre, je le fais plus court. Et une fois que nous sommes dans la grotte, nous avons un banc. Fulcanelli nous le dit. Tout symbole croisé est un symbole d'hermétisme. Tu as les symboles croisés, et au milieu de ces symboles croisés, tu as le S et le L, le sel. Il manque le E, il manque l'éther. Et d'autres choses. Ou encore d'autres choses. Si tu retrouves le E, tu as le sel, et tu as les 3 éléments de l'alchimie. Et la pierre philosophale qui est dans la grotte, puisqu'il y a un petit bloc carré qui est incrusté dans le mur, elle est pour l'instant inerte. Si tu réalises le grand œuvre, elle va devenir rouge sang. La résurrection va s'opérer. Et la transmutation finale va s'opérer. C'est la pierre philosophale qui est à l'état encore d'inaction. Petit détail dans l'église, on l'a fait dans la vidéo que tu auras fait avant, où j'explique que le Graal, qui est le Graal, donc symbolique, est incomplet aussi dans l'église, puisque nous avons toutes les lettres du mot Graal, sauf le L. Voilà. Donc, on a les 64 pierres incomplètes, puisqu'on n'a que 63 caractères plus le point. On a le S et le L qui donne le sel incomplet, le sel philosophal est incomplet, et le Graal qui est incomplet. Donc on est dans une demeure philosophale qui nous amène au grand œuvre, mais où il faut que le récipiendaire travaille pour arriver dans le creuset et pour arriver à la pierre philosophale et devenir un adepte. Ce que n'était pas Cancelier. Êtes-vous adepte, monsieur Cancelier? Oh non, oh non, pensez donc. J'ai cherché la pierre, mais je la cherche encore. Oh, il a fait une éclipse sur Paris. Il paraît qu'il a fait une aurore boréale, oui, pourquoi pas. Parle-nous de la pierre carrée et des rouleurs. Ah alors là, on revient dans le cromlech. Oui. Boudet nous montre une pierre, la pierre levée, ce que le Gérard de Sède et Plantard ont appelé la pierre du dé, mais à mon avis, c'est une appellation postérieure. La pierre levée, c'est cette pierre brute qu'il va falloir travailler, il va falloir la réanimer, la rendre philosophale. Par contre, les rouleurs ne sont pas dans le cromlech, parce qu'ils ont une autre fonction. C'est la materia prima, la pierre brute. Je peux juste dire une chose, c'est que oui, alors pour la pierre levée, mais en tout cas pour les rouleurs, ce qui est un site qui est en dehors du cromlech. Tout ce que je peux dire, c'est un tas de pierres vibratoires. Puisque Bouddha nous les décrit comme ça, elles sont branlantes, elles peuvent bouger par la vibration. Mais j'en dirai pas plus. Je préfère m'arrêter. On va s'arrêter là. Ah, c'est mieux. Pour ce qui concerne la Fontaine des Amours, tu as découvert, on va dire, le fauteuil du Christ. Par hasard. Parler un petit peu de cette découverte. Ah, ça a été la première pierre. On avait décidé d'aller à la Soulane parce que dans le mythe de Rennes-le-Château, on nous parle tout le temps du cheval de Dieu. Et moi, dans ma tête, le seul équidé qui est en lien avec Dieu, c'est-à-dire le Christ, dans la vision chrétienne, catholique, c'est l'âne, dans la crèche. Donc Soulane. Ouais. Soulane, voilà. Donc le cheval de Dieu, c'était vers Soulane. Donc on a décidé d'aller en direction de Soulane. Et là, on voit Fontaine des Amours. On s'est arrêté, on a été se baigner. Puis, comme attiré, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Et donc j'ai escaladé. Et de l'autre côté, je continue à marcher. J'ai failli me péter la figure plein de fois parce que ça glissait. Et là, j'étais vraiment nu. J'avais juste le calbut pour tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais vraiment tout dépouillé. J'avais laissé les métaux à l'entrée du temple. Et là, j'arrive devant cette pierre. Je me dis, mais non, c'est pas possible. On a un deuxième fauteuil. Je m'assois dedans, je me dis, ça se trouve, c'est un centre. Enfin, si on s'assoit dedans, peut-être qu'on verra des choses. Peut-être c'est un centre d'observation, tu vois. Je me dis, mais ce gros dolmen, je le reconnais, les pierres et tout. Et je me dis, mais on est dans le tableau du Christ au lièvre, de la Pietà de Rennes. Et c'est comme ça que je l'ai nommé. Il est là, l'horloge. C'est là que j'ai nommé ça fauteuil du Christ par rapport. Tu sais que toutes les interviews sont coupées par les cloches, j'ai remarqué. Oui, ça fait couleur locale. Bon, il suffit maintenant. Je vous demande de vous arrêter. Et donc j'ai découvert le fauteuil du Christ comme ça, et en faisant des liens, comme disait Jean-Pierre Monteil dans Mystère, il faut relier les choses de manière hasardeuse et peut-être des choses vont ressortir. Et en reliant le fauteuil du diable avec le fauteuil du Christ, la source de la Madeleine, des triangulations ont commencé à apparaître, et ça a été le début de mon cheminement sur le terrain. La tombe de Boudet à Axat, l'histoire du livre là, en particulier aussi, avec le 310. Pierre, j'allais parler du 310, effectivement, 310 degrés. Tu peux nous parler un peu de cela? Alors,
Boudet il nous met sur sa tombe son livre. Ça veut bien dire que de manière posthume, il signifie son livre, 310. Alors la VLC a 310 pages numérotées. Une autre manière de les compter qui nous amène à 317, plus la page fantôme, 318. Mais de 317 à 318, le fait qu'il y ait une page fantôme et qu'on rajoute un plus 1, c'est hautement symbolique. Toujours est-il que ce 310, il revenait, tu vois, le nombre de pages. Là, sur sa tombe, c'est ictus, mais inversé, ça fait 310, 11. Donc, une fois que j'avais commencé à placer ma clé, en fait, on va dire ce cercle à partir de la grotte de Montferrand, là, j'ai tracé un axe. Tu vois, donc j'ai mis la grotte de Montferrand au milieu, j'ai fait un cercle, mais hasardeux au début, hein, j'avais pas de délimitation vraiment, et j'ai tracé un axe de 310 degrés. Voilà. Et ça a commencé à me décider. Alors, quand tu traces un axe de 310 degrés sur un cadran à 12 heures, et ben c'est la 310 degrés tombe dans la 11e heure. Donc j'avais 310 degrés dans la 11e heure. Donc c'était encourageant. Déjà on avait une concordance. C'est comme ça que c'est aussi parti. Donc le réveil inattendu était en train de prendre forme. Ah. J'avais dit un moment de silence. J'avais dit stop. De silence. Ouais, de silence. Pour la résurgence. Ça sonne 2 fois, je comprends pas. Ah, ça sonne toujours 2 fois. Hein. Comme le facteur. Voilà, j'allais le dire. J'attendais que tu me dises. Oui, le facteur sonne toujours 2 fois. On va parler un peu du Bézis, cette zone protégée du Bézis. Un lieu que tu affectionnes particulièrement, qui est très intéressant. Hein. La cavité du Bézis où tu as pu aller et œuvrer et voir certaines choses. Même tu as entendu avec un comparse certaines voix, certaines... Alors ce fameux comparse qui faisait partie du plan, Ouais. c'est un sacré cas. Hein. Toujours est-il que cette personne a entendu les lavandières, mais pas au Bézis, il les a entendues au pied du cardo. Ouais, d'accord. Moi je ne les ai pas entendues, mais lui il les a entendues. Toujours est-il que la vallée du Bézis, c'est Jean-Pierre Garcia qui a toujours dénommé cette vallée comme la vallée sacrée du Bézis. C'était ses travaux, moi j'y prêtais pas tellement attention, mais la recherche sur la VLC m'a amené au Bézis. Donc tu vois, c'est toujours pareil. Soit tu vas au Bézis parce qu'un chercheur en a parlé et puis bah, tu vas faire ton chemin là-bas, ou alors les autres recherches, bah, tu les écoutes sans te jeter dedans parce que c'est pas ton cheminement, et ton cheminement t'amène au Bézis. Donc tu te dis, bon, bah, c'est quand même assez étonnant. Et effectivement, dans le Bézis, eh ben, il y avait un point qui avait été déterminé par Boudet, qui tombe pile poil dans un ruisseau qui se jette dans les gorges du Bézis. Dans ce ruisseau asséché, il y a une cavité. Et donc la cavité est très particulière. Avec certains cristaux qui parfois sont bleus, sont particuliers. Alors, c'est un peu le Graal-Pierre dont Toran et Antonin Gadal ils cherchaient le Graal-Pierre. Alors il y a des pierre philosophale. Il y a des roches à l'intérieur qui, avec l'humidité et la lumière, paraissent bleues. Mais quand tu les ressors, elles ne sont plus bleues. Mais elles sont bleues. C'est ça, dedans. Elles sont bleues dedans. C'est bleu en dedans. C'est ça. Et à l'intérieur de la porte étant dedans. Oui, dans l'église. À l'église du Graal, ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est un peu ça. Hein. D'ailleurs, l'interlocuteur qui l'interlocuteur du livre. Oui, t'as amené justement, enfin, t'as fait comprendre en quelque sorte du livre que cette zone était protégée, que c'était un lieu protégé. Commence par un G comme le Graal. J'avais qu'une trouille, c'est de me dire, mais cette cavité, si toutefois elle a une importance, et moi je l'ai toujours pensé, je me suis dit, mais si quelqu'un la trouve et décide de tout dynamiter à l'intérieur, et cet interlocuteur m'a dit, ne craignez rien, cette zone est protégée. Et ça, j'y crois. Et puis elle sait à l'avance qui va venir et comment la cavité va se fermer. Enfin, cette porte en fait va se fermer suivant les personnes qui vont venir en fonction de leur psyché, s'ils viennent avec de bonnes intentions. Alors cette cavité, il faut... On ne vient pas pour l'or, on vient pour autre chose. On y vient pour... alors si on entend toujours le terme or comme étant la lumière... Pas dans ce sens-là, voilà, dans son avis. La cavité, il n'y en a pas de lumière. Oui. Mais il y a un phénomène... Mais il y a un phénomène lumineux. Il y a un phénomène lumineux à un moment donné, un faisceau qui doit durer 1 minute 30, où la lumière va se concentrer et va apparaître dans la cavité et va te faire un ray de lumière. Et la lumière va rentrer dans les ténèbres. Un peu comme dans le mythe d'Orphée. La lumière apparaît. Et là, je peux te dire que c'est une sensation exceptionnelle. Et donc, la cavité, à ce moment-là, fait office de gnomon.
comme à Saint-Sulpice. On a vraiment cette lumière qui apparaît. Et donc la position de la cavité, qui est une heure, qui tombe sur une heure du cadran, elle tombe à une heure très précise, à 13h08. Et comme l'abbé Boudet nous explique que la clé de l'énigme réside dans le fait que César ait changé le mot trouide en droïde, il nous dit le fait qu'il ait changé trouide en droïde est la clé de l'énigme. Il te demande de changer, de passer du T au D. Parce que la seule différence entre trouide et droïde, c'est du T au D. Du temps au degré. Et quand tu passes du temps au degré, 13h08 devient 138. 138, oui. Et 138 degrés sur le cadran, puisqu'on va passer, il y a 2 cercles. On va faire une transmutation des heures en degrés. Et de 13h08, on va décaler jusqu'à 138 degrés. Et on va arriver à 16h22 exactement sur le cadran. Et entre 13h08 et 16h22, il y a 3h14. La gasse, le pi, la pi, la pomme. Ouais, on va s'arrêter là. Toujours est-il qu'on arrive à 16h22, comme le nombre de lettres sur le bénitier. Par ce signe, tu le vaincras 22 lettres, plus les 16 petits ronds qui est autour de la croix celtique au-dessus du bénitier. Et on arrive à un point 138. Et quand on arrive sur ce point, sur le terrain, on arrive au Dru de Menton. Et là, on va découvrir un lieu mais magnifique. C'est le monde des géants. Le 13 août 2023 à 11h32 aussi, il y avait cette idée du... Le phénomène a été observé à cette heure-là, ouais. Alors après, peut-être qu'il peut se reproduire à d'autres heures. C'est comme les pommes bleues le 17 janvier. Mais en tout cas, il a eu une... il nous est apparu ce jour-là. Oui. Fallait-il être là ce jour-là, mais en tout cas... Non, mais ce qui est exceptionnel, c'est que ce phénomène, en fait, il dure 1 minute. Et nous, on était dans la cavité. Si on n'était pas remonté à ce moment-là, à la minute près, à la bonne heure, au bon moment, à la bonne heure, au bon endroit, avec le bon mot, on l'aurait pas vu. Et si on l'avait pas vu, ben on n'aurait peut-être pas compris qu'il fallait changer le temps en degrés. On était à ce moment dans la cavité qui faisait office de gnomon, on était dans l'horloge. Voilà, donc on en revient à ce qu'on disait. Alors, l'interlocuteur avait 2 livres particuliers, le 100 petits Vaincre la mort de Hubert Larcher de 1957, année de Dante Alchimiste d'ailleurs, et le Sancret de Nostradamus de Piob de 1927, qui est peut-être une des clés de la res urbaine. Est-ce que ce livre-là, tu t'es intéressé du coup? Enfin, Piob, tu connaissais déjà. Oui, pour les clés. Qui sont peut-être des clés de compréhension. Oui, alors l'interlocuteur, c'est relaté dans le livre de manière romancée, mais c'est à 99% réel. En tout cas sur l'entretien. Alors quand je dis que dans le livre tout est faux, mais que tout est juste, il y a quand même des parties qui sont vraies, dans le sens qu'elles se sont vraiment produites, mais pas de la manière dont elles sont amenées, mais peu importe. Ce qui est important, c'est le propos et pas forcément la forme. Et effectivement, lors de cet entretien, 2 livres étaient posés, à mon sens totalement volontairement, sur une table pour qu'ils soient vus et peut-être compris. Il y avait une sorte de mise en scène, mais je pense que ça fait partie de la chose. Mais le 100 petits Vaincre la mort qui rappelle la seconde mort. Tout ce que je peux dire, c'est que la clé que l'on voit sur le Vaincre livre, la seconde mort. La fameuse clé, l'angle de 310 qui nous amène à 50 degrés, en effet miroir, l'ouverture de l'angle est de 100 degrés. Voilà. Alors on dit que certaines personnes ont le sang qui bout à 33 degrés. Là, le sang peut se régénérer à 100 degrés. Et donc cet interlocuteur vous avez dit que les âmes et les esprits du Cromlech connaissaient vos intentions, en quelque sorte aussi. Donc là, une personne qui viendra avec une intention noble, on va dire, aura une ouverture, et puis l'autre aura une fermeture. Il y a l'ouvert et le verrou. C'est ça. C'est ça, c'est comment on a dit, c'est le verrou. C'est-à-dire qu'on est sur une quête de temps plié, c'est-à-dire le temps est plié, c'est-à-dire que ces entités auraient la capacité de savoir à l'avance ce qui va se passer, parce que l'espace et le temps sont des variables. Des dimensions. Et ben c'est un peu ce que l'interlocuteur. Toute ligne de temps. Voilà. Donc dans cette résurgence où le temps est plié, le temps plié, c'est ça. C'est-à-dire que les choses sont connues d'avance et peuvent être anticipées sur certaines choses. C'est une interprétation que. Bah alors après c'est de l'interprétation, mais pour l'avoir vécu, c'est assez impressionnant. Et tu cites aussi à un moment du coup Piob, pour le secret de l'occultisme, la néo-occultiste, aussi tu t'es intéressé un peu à Piob un petit peu. Un petit peu parce que dans les bonus du DVD de Philippe Brunel, à un moment est évoqué que Pierre Piob estime que
Attends, on va couper. Première partie.